tous pour inviter les nombreux intervenants à cette table ronde à bien venir à la tribune, c'est-à-dire Bertrand Collomb. Il doit y avoir des chevalets, non, je pense, qui vont être installés. Il faut mettre le nom des deux côtés, hein, sinon il faut me repérer parce que vous êtes nombreux. Jean-Pierre Dupuis, Christian Gérondeau, Pierre-Henri Bourgeon, Olivier Hertz, Paul Ovana, Grégoire Postel-Vinet, Henri Prévost, Rémi Prudhomme. Je ne vais pas vous les présenter parce que nous avons un triple défi à vous présenter d'ailleurs, puisqu'il y a un défi énergétique, un défi des transports, un défi industriel, un défi qui mène à un sursaut, et qui a évidemment un quatrième défi avec cette table ronde, qui n'est évidemment pas ronde, qui est de tenir en 45 minutes sur 3 sujets essentiels. Alors on a décidé collectivement de faire en sorte qu'il y ait chaque sujet soit introduit par l'un ou l'autre. Henri Prévost va introduire la problématique de l'autonomie énergétique. Ensuite, Rémi Prudhomme, qui a travaillé avec Christian Gérondeau, va nous parler de la problématique des transports. Et enfin, Grégoire Postel-Vinet nous parlera de la problématique industrielle. Après chaque intervention, d'une durée de 7 à 8 minutes, n'est-ce pas, sur laquelle je vais veiller scrupuleusement, il y aura tel ou tel d'entre vous pourra intervenir pour rebondir, mais sur 2-3 minutes maximum. Et hélas, il n'y aura pas beaucoup de temps pour les questions de la salle. Donc j'ai déjà mangé 1 minute, 1 minute et demie, et je vais tout de suite laisser Henri Prévost nous présenter la problématique énergétique. Avec des transparents, non, qui sont. C'est pas la dernière version, je pense. Ah, on n'a pas mis la dernière version. Et j'ai l'impression que non. Donc vous oubliez le début du tableau. Voilà. La France a décidé de beaucoup diminuer sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2. On peut y voir 3 avantages: être autonome, diminuer notre facture énergétique, qui est aujourd'hui de 55 milliards d'euros, et réduire nos émissions de CO2 pour participer à l'effort mondial nécessaire, en particulier pour les pays pauvres. C'est quelque chose qu'on oublie quelquefois. Si la température en France augmente de 3 ou 4 degrés, on sautera de notre maison climatisée dans notre voiture climatisée, mais pour les pays pauvres, c'est grave. Hein. Alors, on peut s'en fiche, mais on peut y attacher et apporter de l'importance. Attention de ne pas confondre économie d'énergie et économie d'énergie fossile. Il y a tout un mouvement qui pense qu'il faut économiser l'énergie et qui voudrait bien profiter de la lutte contre les émissions d'effet de serre pour que l'on confonde ces deux objectifs. Or, il arrive que pour consommer moins d'énergie fossile, on consomme plus d'énergie, que ce soit l'énergie nucléaire ou que l'énergie biomasse. La confusion de ces deux objectifs nous fait faire de grosses erreurs. Ensuite, on va passer à la slide. Alors, je ne sais pas si c'est la slide suivante, puisque... Oui, c'est ça. Supposons que l'on veuille diviser par 3 en 30 ans la commission d'énergie fossile, avec plus ou moins de nucléaire. Le nucléaire est la question qui se pose aujourd'hui. Pourquoi diviser par 3 ? Parce que si on divise par 3, on passe... c'est comme si la moyenne des pays de l'OCDE divisait par 5, puisqu'on en émet moins que les autres, donc par 3, c'est déjà pas trop mal. Bon. La colonne du milieu montre ce que l'on pourrait faire au moindre coût, hein, pour pas trop cher. C'est-à-dire qu'on peut arriver à diviser par 3 en maintenant en fait la consommation dans les bâtiments, la consommation de chaleur, c'est-à-dire en consommant un tiers de moins que l'évolution tendancielle. C'est déjà pas rien, hein, c'est un effort. Les distances parcourues sur route et en avion pourraient augmenter de 15%, c'est-à-dire un petit peu plus que l'évolution de la démographie. Donc on n'affecterait pas la mobilité. Voilà. Et on mettrait une capacité d'éolienne et de photovoltaïque de 13 gigawatts, non pas pour des motifs de production de politique énergétique, on n'en a vraiment pas besoin, hein, d'éolienne et de photovoltaïque, mais pour des motifs de politique industrielle, pour montrer que l'on sait faire, car ailleurs dans le monde, il est certain qu'on devra développer ce genre d'investissement. Alors on peut aussi, et c'est ce qu'a essayé de faire le RTE dans le bilan qu'il a publié cet été, stabiliser la consommation, la capacité nucléaire au niveau actuel, une fois que Flamanville aura démarré, c'est-à-dire 65 gigawatts,
On peut diviser par 3 les émissions, mais là, il faut beaucoup plus d'efforts d'isolation thermique et des éoliennes ou du photovoltaïque à hauteur de 48 gigawatts. Pardon. Vous avez entendu parler d'une éventualité de diminuer la capacité nucléaire à 40 gigawatts. Dans ce cas, on peut y arriver de différentes façons, naturellement, mais une façon de faire, c'est d'augmenter encore plus la capacité éolienne et le photovoltaïque, on a 5 gigas, de diminuer la consommation dans les bâtiments. Là, il y a des gens qui disent qu'on peut diviser par 3 ou 4, hein, pas de problème, évidemment, mais ça va coûter fort cher. Et de diminuer les distances parcourues, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours obligé d'aller mettre des fleurs, comme on dit sur la tombe de sa grand-mère, à 400 km. On peut éviter des déplacements. Donc, il est intéressant de voir combien ça coûte par rapport à la solution la moins coûteuse. Et on arrive à ces chiffres-là, hein, 20-25 milliards d'euros, ou bien 30 à 45 milliards d'euros. À noter que c'est sans modification de la facture énergétique, puisque, dans tous les cas, on importe la même quantité d'énergie fossile. Hein. Donc c'est de l'argent qui est pris sur d'autres activités, parce que ce que je dépense là, je ne peux pas le dépenser ailleurs. Et si je ramène au coût, par exemple, des enseignants, des assistantes sociales, des policiers, des chercheurs, qui c'est de l'ordre de 50 000 ou 60 000 euros par an, on voit le nombre d'emplois qui sont détruits, en quelque sorte, hein, qui sont détruits lorsqu'on prend des hypothèses, quand on prend des scénarios qui ne sont pas les moins coûteux. On a la même quantité de services énergétiques, plus ou moins, bon, on fait moins de nucléaire, ok, mais ça coûte plus cher, donc on a moins d'argent pour financer d'autres emplois qui sont utiles. Alors après, il y a un tableau, mais comme j'ai peu de temps, au sujet du nucléaire, je dirais seulement une chose. Tu as 5 minutes déjà, donc tu as plus que 3 minutes, j'imagine. Au sujet du nucléaire, je dirais une chose, c'est que, ou bien on refuse le risque absolument, et là on ne fait absolument pas de nucléaire, ou bien on est contraint ou forcé d'en avoir, et là on apprécie les avantages et les inconvénients, et on en fait beaucoup. Les positions intermédiaires n'ont aucun fondement rationnel. Maintenant, je vais aller tout de suite à politique économe. Allons plus vite, on passe à la suivante. Voilà. La politique économe. Ne pas rendre obligatoire, ne pas financer sur fonds publics les actions trop coûteuses. Or, il existe un critère, ça me prendra un peu plus d'une minute, pour un critère d'action pas trop coûteuse. Une action est utile et si c'est une action qui serait intéressante, si la personne qui prend la décision devait payer son gazole 1,08 € ou bien son fuel 1 400 € par mètre cube. Cela, vous voyez, c'est un critère extrêmement simple. Vous supposez que le prix est à ce niveau-là. Hein. Si c'est intéressant, c'est bon. Si ce n'est pas intéressant, c'est trop coûteux. Voilà. Et ce prix ne dépend pas du prix de l'énergie fossile. Donc il pourrait y avoir un critère d'action, d'un critère d'utilité pour la politique publique, indépendant du prix du pétrole. On mettrait donc une clause de coût maximum à l'application de la réglementation thermique. On ne ferait pas d'éoliennes et de photovoltaïques qui n'ont aucun intérêt sauf politique industrielle. On augmenterait la capacité nucléaire de 1 gigawatt par an pour arriver à 95 en 30 ans. On mettrait un impôt qui porte progressivement le prix à la consommation finale au niveau que je viens de dire. Bon. Cet impôt, parce que la consommation, elle est guidée par le prix à la consommation finale. Elle n'est pas guidée par le prix, par l'impôt sur le CO2. Ce n'est pas l'impôt sur le CO2 qui fera la consommation, c'est le prix auquel j'achète. Donc, on peut tracer une trajectoire de coût, de prix à la consommation finale qui augmente progressivement, pas beaucoup, 2 centimes par litre et par an, et qui atteint dans 30 ans les chiffres que j'ai dit. Et l'impôt ferait la différence entre le prix mondial du pétrole et ce prix de référence, ce prix fixé par l'État. Je ferai remarquer là que l'État ainsi supprimerait l'incertitude qui est née de l'imprévisibilité du prix du pétrole. Donc, en supprimant l'incertitude, il suscitera les investissements. Voilà. Financer les actions utiles, ça aussi, autre idée personnelle, financer les actions utiles par un prêt qui sera calculé de façon que les annuités de remboursement, je veux dire, c'est les annuités de remboursement qui seront calculées chaque année, de façon que la personne qui a pris la décision n'y perde pas. Donc, monsieur, vous faites des travaux d'isolation, vous allez économiser 1 mètre cube de fuel, je vous fais un prêt, vous me remboursez à chaque année la valeur d'un mètre cube de fuel. Et comme l'État est maître du prix du fuel, il est aussi maître des conditions de remboursement. Voilà. Et évidemment, financer la recherche sur le photovoltaïque, sur le stockage de CO2, sur les batteries et sur les gaz de schiste, car il n'y a aucune raison, si les problèmes d'environnement locaux sont traités,
de ne pas explorer ce dont on dispose. Et les gens qui disent qu'il ne faut surtout pas faire des gaz de schiste parce que ça augmentera nos émissions, c'est une sottise, évidemment. On s'est donné une limite d'émissions. Si on fait du gaz de schiste, on apportera moins de gaz, et puis voilà. Et on s'y en trouvera très bien. Alors, j'ai 2 autres slides que je ne vais pas présenter parce que maintenant, je crois que le temps est épuisé. Mais la France dans le monde... Donc, tu ne les présentes pas? Je ne les présente pas, je dis seulement le titre. La France dans le monde, d'une part, et la France dans l'Europe. Mais si on pouvait mettre une slide quand même, là, la suivante. Oh, il veut tricher un peu, là, déjà, le premier orateur. Il y a un point important. C'est... je ne sais plus, il n'y a pas... Voilà, c'est la dernière ligne. Il y a un site internet sur lequel vous verrez toutes sortes de développements sur ces points. Voilà, hprevot.fr. Merci Henri. Je crois que c'est effectivement... tu ouvres beaucoup de portes qu'on va laisser ouvertes parce qu'on n'a pas le temps vraiment de rebondir sur ce que tu viens de dire. Si je comprends bien, en plus, tout ton raisonnement repose sur le fait de créer une espèce de prix notionnel de l'énergie, quelle que soit sa forme, et ainsi d'ajuster les politiques fiscales comme les sources d'énergie à cette idée notionnelle. C'est une chose assez intéressant intellectuellement. Il y a plusieurs orateurs. Je sais que Jean-Pierre Dupuis souhaitait intervenir sur le thème qui était présenté en avant-propos dans le programme, c'est une réflexion sur le principe de précaution. Maintenant, pourquoi pas? Non, mais c'est pas grave, parce que vous avez des interventions assez variées. En 2 minutes, si possible, c'est parfait. J'ai dit 2 à 3, mais je préfère 2. À moins que je passe le micro à quelqu'un d'autre et que tu réfléchis pendant ce temps-là. Oui, micro, il n'y a que 2 micros, donc vous allez être un peu gênés les uns les autres. Bon, je réponds donc à l'intervention d'Henri sur la question des risques. Henri Prévost m'a convaincu qu'on ne pouvait pas se passer de nucléaire, que c'était absolument essentiel. Bon, donc je ne viens pas là-dessus. D'accord. Question des risques. Je me suis promis à moi-même de ne plus jamais parler du principe de précaution au motif qu'on ne tire pas sur une ambulance. En effet, je pense que s'il est débile philosophiquement et conceptuellement, donc je ne vais pas parler du principe de précaution. En revanche, à la place, si j'avais le temps, je présenterais 4 arguments, je ne vais pas les présenter, simplement les têtes de chapitre. Oui, mais 4, ça peut être les têtes de chapitre, c'est très bien. Qui ensemble, par interruption, sinon je ne peux pas tenir les 3 minutes, qui ensemble démontrent que les risques auxquels nous avons et auront affaire en la matière, mais dans d'autres matières également, ne peuvent être traités sur le mode de l'aléa. Les statistiques ne sont d'aucun secours et requièrent une nouvelle forme de prudence qui n'est ni la phronésis des anciens, ni le calcul des paris des modernes, c'est-à-dire le calcul des espérances d'utilité, ni le principe de précaution, c'est infirme. Par ordre de subtilité, de complexité et je pense de pouvoir de conviction croissant, ces 4 arguments sont les suivants. Je me contente de dire les têtes de chapitre. Premier argument, risque très faible, conséquences énormes. 0 par l'infini, on ne sait pas traiter en termes d'espérance d'utilité. Deuxième argument, s'il s'agit de distribution de probabilité, il y a de fortes chances qu'elle soit fractale. Et Mandelbrot a montré, il y a bien une belle lurette, en particulier avec les finances, que dans ces cas-là, l'optimisme est maximum au bord du gouffre. Troisième argument que je dois à mon patron, Jacques Repussard, le patron de l'IRSN, pour la bonne raison que je préside son comité d'éthique, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Devant l'Assemblée nationale, après Fukushima en mai dernier, il a dit ceci: si un accident grave se produit en France, et cela arrivera forcément, eh bien, le moins invraisemblable est que ce soit un accident absolument extraordinaire. La France doit se préparer à des accidents inimaginables. Bon. Ce qui veut dire, oui, c'est un paradoxe. C'est un peu tordu, ça. Mais ça exclut tout ce qui est calcul de probabilité, etc., puisqu'il y a probabilité que si on a un ensemble défini. Quatrième argument, le plus subtil, le plus complexe, ce que j'aimerais développer le plus longtemps, mais j'en suis à 2 minutes 25. Voilà, c'est bien. Bon, alors, cet argument le plus fort et le plus complexe, c'est qu'on ne peut se limiter en la matière aux événements qui se produisent dans notre monde, c'est-à-dire le monde actuel, au sens philosophique et anglais du terme, le monde réalisé. Dans l'univers du sens, compte peut-être davantage les événements heureux ou malheureux qui auraient pu se produire et ne se sont pas produits, ou bien qui se sont produits alors qu'ils auraient pu ne pas se produire, ce qu'on appelle en anglais des near misses. Tchernobyl aurait pu être une explosion nucléaire et non pas seulement thermique, on ne serait pas là pour en parler. Fukushima aurait pu ne pas se produire si les digues avaient été un peu plus hautes, auquel cas la contagion d'évasion du nucléaire ne se serait pas produite, et ce ne serait pas au centre de l'élection présidentielle en France.
Donc ça veut dire, je termine, les mondes virtuels, contrefactuels comme on dit en philosophie, communiquent avec le nôtre. Exemple, 32 fois selon McNamara, au cours de la guerre froide, on est passé à ça près, c'est le geste qu'on fait dans ce cas-là, à ça près, de déclenchement d'une guerre nucléaire. Nul doute que ces événements qui ne se sont pas produits ont contribué à l'efficacité de la dissuasion nucléaire, précisément, parce qu'ils ne se sont pas produits. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, on est navré, vous êtes tous contraints, c'est horrible, parce que c'est très intéressant. Olivier, ça a des choses à dire sur le chiffrage improbable des politiques énergétiques. Donc j'ai 2 slides pour... Voilà, par minute, c'est parfait. La première, c'est bien de raisonner en Europe. Là, je parle de l'électricité. L'Europe est interconnectée pour des raisons de secours mutuel et d'optimisation de la production depuis les années d'après-guerre. Donc nous avons du gaz en Grande-Bretagne, en Norvège, des éoliennes au Danemark, en Espagne, en Allemagne, de l'hydraulique en Suède, en Suisse, du charbon, Allemagne, Pologne. Donc vous voyez qu'il y a un mix énergétique diversifié. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est équivalent à de la biodiversité. C'est quelque chose qu'il faut absolument préserver parce que ça permet d'optimiser le système électrique, d'optimiser l'approvisionnement, puisqu'on a des pointes de consommation qui sont décalées selon les pays. Ce n'est pas la même heure, ce n'est pas le même moment de l'année. Deuxième slide, c'est sur une application extrêmement concrète, c'est la politique énergétique européenne. Donc à gauche, vous avez le triptyque qui justifie la politique énergétique européenne, marché intérieur, sécurité d'approvisionnement, développement durable, avec au centre le fameux objectif des 3 x 20 en matière de CO2, d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Commission européenne a récemment proposé un paquet infrastructure dont les chiffres sont indiqués à droite. Donc on voit que les besoins d'investissement dans l'électricité et le gaz sont supérieurs à 1 000 milliards d'euros entre 2010 et 2020. Vous avez le chiffre sur les énergies renouvelables. Je voudrais insister sur la partie transport d'électricité, qui est celle que je connais le mieux. La Commission estime à 140 milliards les besoins. Il faut savoir que le trend actuel planifié par les réseaux de transport d'ici 2020, c'est 45 milliards. La Commission estime à 90 milliards ce qui pourrait être commercialement viable dans les conditions actuelles de régulation ou de procédure d'autorisation. Donc il y a un gap de 50 milliards à financer ou à faciliter à travers du financement ou des autorisations administratives. En face, la Commission propose un plan d'action dont des subventions sur l'énergie qui seraient de 9 milliards d'euros, mais ça commence déjà à être mis en cause par les États membres lors de la discussion de ce règlement. Les Anglais vont jamais payer ça. Et de toute façon, la question derrière, si ce n'est pas le consommateur d'électricité qui va payer tout ça, c'est le contribuable. Donc c'est à peu près les mêmes personnes. Et derrière, on voit que les hausses qui se profilent représentent des montants extrêmement importants. On parle de l'endettement. Il y a l'endettement des sociétés d'électricité, bien sûr. Donc on arrive à des montants dont on ne sait pas s'ils seront acceptés par les populations. Bon, le compte n'est pas bon. Merci beaucoup, Olivier. Paul Ohana, quelques réflexions sur les alternatives énergétiques. Oui, bonjour. Je voudrais dire que j'ai écouté 2 interventions sur les aspects énergétiques et que je me trouve à la fois assez proche des 2 recommandations et en même temps assez loin. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à voir dans l'ensemble des exposés qui sont faits de manière générale où on va d'une manière très précise. On a l'habitude de traiter les sujets en silo, énergie par énergie. Or, ce qu'il nous faut d'abord, c'est une définition d'un mix global quantitatif. Olivier en a donné une présentation qualitative, mais quelle est-elle quantitativement ? Et quelle est la place en particulier, non seulement des énergies nouvelles, que mon voisin de droite a balayé d'un revers de main en disant les énergies nouvelles, c'est bon pour qu'on en vende un petit peu sur un plan industriel, mais ce n'est pas pour nous. C'est une chose qui mérite d'être vérifiée de manière très précise. Qu'en est-il également du gaz ? Voilà une énergie qui va, qui vient, et dont on n'a jamais défini de manière concrète quelle est sa place au niveau français. Donc, pour nous résumer,
il y a un certain nombre de critères qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est d'abord de rappeler l'importance de l'efficacité énergétique. On découvre les économies d'énergie de temps en temps, et puis on commence à économiser, puis on l'oublie. Donc, la solution au problème énergétique passe d'abord par un problème d'efficacité énergétique. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas un problème uniquement français. C'est un problème, je dirais, mondial, et c'est le moment ou jamais de mettre en œuvre des accords entre l'Europe et à l'intérieur de l'Europe, nord-sud et est-ouest. S'il y a vraiment un univers dans lequel la collaboration pourrait se manifester mieux, et elle ne se manifeste pas encore, c'est celui de l'énergie. Un autre point, c'est l'absence dans la réflexion de développement technologique. Il est évident que dans les 10-15 ans qui vont venir, les réacteurs nucléaires ne seront plus les mêmes, ça encore c'est beaucoup plus long à faire évoluer, mais les éoliennes ne seront plus les mêmes, les panneaux solaires ne sont plus les mêmes, ils ne sont déjà plus les mêmes, et donc il faut impérativement intégrer l'innovation technologique comme quelque chose qui va nous aider à résoudre les problèmes. Et puis, dernier point, ce serait une recommandation qui est, nous sommes ici censés être une table d'experts, or le mot à dire d'expert, pardonnez-moi, est complètement dévalorisé. Aujourd'hui, à dire d'expert est quelque chose qui ne veut plus rien dire. Donc, nous avons une responsabilité, et je m'adresse au public qui est là, c'est de retrouver la dignité, la crédibilité des experts, de manière à ce qu'ils puissent se faire entendre d'une manière claire, et que à cette crédibilité s'ajoute en même temps, comment dirais-je, une respectabilité. Il faut que le débat cesse de donner l'impression d'être biaisé, parce que manifestement, dès qu'on aborde un débat de ce type, on est dans la controverse, on est dans la polémique, et on a besoin de retrouver de la sérénité si on veut aller dans la voie du progrès. Merci, très important. En tant que journaliste, je confirme la dévalorisation des experts aujourd'hui soupçonnés d'être vendus en général, grosso modo, ou d'être des fous ou des opportunistes. On ne va pas aller plus loin sur ce sujet. Je sais que, notamment Bertrand Collomb a des choses à dire, je le garderai pour la fin. Bertrand, tu feras le mot de la fin, après qu'on ait parlé de l'industrie, mais entre-temps, on va parler de transport. Donc Rémi Prudhomme va nous parler de la problématique des transports, et notamment du match rail-route, comment ce match est totalement déformé. Oui, merci. Je ne sais pas si... En 7 minutes, bien entendu. Oui, je voudrais bien avoir les transparents. Voilà. Ils sont sous des finances publiques. Et comme le temps est aussi rare que les finances publiques, je vais très rapidement dire quelques mots sur la situation actuelle et ensuite sur la situation, la politique qui serait désirable. La politique actuelle des transports est totalement focalisée sur un objectif qui est moins de routes, plus de fer. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on présente les choses de cette façon-là, mais c'est pourtant bien comme ça que ça marche. Au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Alors, on a quelques chiffres, diapositifs suivants, qui vous montrent l'importance relative de la route et du fer. Il y a beaucoup de façons de les mesurer. Pour un économiste, la meilleure, c'est de regarder les sommes que les usagers dépensent pour se déplacer dans le rail plutôt que dans la route. En gros, on est du côté de 5% pour le rail et de 95% sur la route. Je ne prends pas en compte l'avion ou le fluvial qui ont des créneaux un peu particuliers. Pourquoi en est-on là ? Non pas parce qu'il y a eu des politiques pro-route et anti-fer, c'est exactement le contraire. Il y a eu, on continue d'avoir des politiques qui sont très fortement anti-route et pro-fer. Il est facile de le montrer, vous pouvez, diapositive suivante, lorsque l'on regarde les chiffres de la route, eh bien on voit que, du point de vue des finances publiques, qui n'est pas le seul point de vue à prendre en compte, mais qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui,
on voit que les taxes spécifiques, non pas le total des impôts bien entendu, mais les taxes spécifiques, principalement la TIPP, de la route dépassent d'environ 20 milliards les dépenses des administrations pour la route. C'est-à-dire que la route est un contributeur net aux finances publiques de 20 milliards par an. Par contraste, le fer, diapositive suivante, eh bien, le fer, c'est exactement le contraire. Les dépenses du rail en France sont d'à peu près 20 milliards, un peu plus, et les recettes sont de 10 milliards. Les seuls salaires du fer en France sont du même ordre de grandeur que ce que les usagers payent pour utiliser le fer. Ce qui revient à dire que le fer coûte 10 milliards par an aux contribuables français. C'est à peu près le budget de l'ensemble des universités. Et ce compte ne prend pas en considération les 3 milliards que le système de retraite spécifique au fer coûte par ailleurs à l'ensemble des contribuables. Ces politiques actuelles, qu'est-ce que l'on peut en dire en termes de conséquences? Eh bien, on peut dire que les conséquences sont déplorables. Elles sont déplorables pour les finances publiques, on vient de le voir. Les doublements de la part du rail, qui est l'objectif de beaucoup de politiques, conduiraient à doubler au moins ces prélèvements publics. Ces politiques sont également déplorables en termes de mobilité. On le voit notamment en matière de déplacements locaux, où les diminutions des transports routiers dans les villes se traduisent non par une augmentation en pourcentage des transports publics, mais par une diminution marquée de la mobilité dans les villes, ce qui veut dire une diminution de la productivité des villes. C'est également déplorable en termes d'équité, pour la raison que la consommation de fer augmente plus vite que le revenu, en sorte que les subventions au fer bénéficient davantage aux riches qu'aux pauvres, et que, inversement, la TIPP est payée beaucoup plus par les pauvres que par les riches en termes de pourcentage. C'est-à-dire que le système actuel prend de l'argent dans la poche des pauvres pour le donner aux riches. C'est également déplorable en matière de politique industrielle et d'aménagement du territoire, mais je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, et c'est négligeable ou coûteux en ce qui concerne les pollutions locales qui ont pratiquement disparu et le CO2 qui, malgré tout cela, diminue. Alors, que faut-il faire? J'en viens aux politiques désirables, 4 ou 5 points. Le premier, c'est d'insister sur les finances publiques et faire en sorte que le transport et la politique des transports cessent de creuser le trou. Je dirais que c'est davantage une affaire de technologie que de gestion. Beaucoup de gens pensent que tout va mal parce que la SNCF est mal gérée. Alors, qui ait un peu de grain à moudre et de boulons à serrer, la plupart des gens en seront d'accord. Mais je crois que c'est une illusion de croire que la solution réside dans une amélioration de l'efficacité. Le fond du problème est qu'il y a trop de rails. On trouve le même déficit, le même financement à 50% par le contribuable dans beaucoup d'autres pays européens, y compris en Angleterre, où le rôle du privé est beaucoup plus important. Donc, un deuxième point, c'est celui d'avoir une neutralité modale. Il n'y a aucune raison de décréter le partage modal. Il faut laisser le marché fonctionner. Le troisième point, qui est classique et ancien, c'est de se rapprocher autant que possible de la vérité des coûts, en prenant en compte, bien entendu, les coûts externes, mais en prenant en compte aussi les coûts internes, ce qu'on ne fait pas dans le domaine du rail. 1, 2, 3, 4 lignes d'action, c'est d'introduire le plus possible de concurrence, en particulier au niveau local. Il est certain que des autocars feraient la même chose 10 fois moins cher. En ce qui concerne l'entretien des voies ferrées, il est probable qu'un appel à la concurrence pourrait engendrer des gains importants. Et puis finalement, c'est de multiplier des analyses de projets sérieuses, ce qu'on ne fait pas, en distinguant les bons projets des mauvais projets. Et je terminerai par la dernière présentation, qui est empruntée à Honoré Daumier, quelque chose comme 1810-1880,
qui montre deux faiseurs d'affaires, c'est lui qui l'intitule comme ça, regardant Paris, et l'un d'eux dit à l'autre « Magnifique projet d'un chemin de fer aérien qui reliera le Panthéon au but Montmartre, dépense 200 millions de francs. Quant aux revenus, ils sont incalculables. » Merci, bravo Rémi Prudhomme. Si je comprends bien, il faut pas que la carte Navigo soit étendue aux 5 zones, il faut supprimer les TER et il faut probablement ne pas remplacer un partant à la retraite de la SNCF sur 2. Enfin bref, pour le moins. En tout cas, merci beaucoup de cette présentation qui est bien tenue dans le temps de parole et je pense que Pierre-Henri Gourgeon connaît bien le sujet du transport aérien et connaît bien aussi peut-être ces chiffres pour rebondir sur ce qu'il a dit. C'est un délice d'écouter Rémi Prudhomme. Je n'ai pas mis de slide, mais 2-3 mots. Le rail est donc subventionné à 50%. C'est le plus terrible des low-cost. Partout où le TGV fonctionne bien, les low-cost ont abandonné. Les low-cost ont quitté Marseille en 2001 quand on a pu faire Paris-Marseille en 3 heures. Il y a des low-cost sur Paris-Toulouse et sur Paris-Nice, mais la menace est là. Le jour où le TGV arrivera, les low-cost partiront. Pourquoi ? Parce que le système français, par différence avec d'autres, additionne les subventions et une politique très en faveur des prix les plus bas pour stimuler le marché au maximum. Pas avec forcément le même souci de service que dans le train, par exemple, pour Londres ou pour Bruxelles, qui lui paye ses coûts à peu près, mais avec une vision d'attaque de part de marché. L'intermodalité, on pourrait imaginer que le TGV puisse se substituer aux avions sur les moyennes distances. Ça ne marche pas techniquement. On a 70 avions moyens courriers qui arrivent en 1 heure à Roissy pour faire les correspondances sur les avions en courrier. 70 trains en 1 heure, il faudrait avoir 15 lignes TGV l'une à côté de l'autre, ce serait strictement impossible. Il n'y a pas de système de sillons qui permettent de le faire. Mais c'est pire que ça. Là où l'intermodalité serait marginalement possible, exemple Strasbourg, après de très longues études qui ont certainement pris en compte des races de scarabées délicates, il a été conclu que le Strasbourg-Paris ne pouvait pas passer par CDG, alors qu'il y avait un tracé qui passait par CDG. Et si ce tracé passait par CDG, Strasbourg serait relié à CDG en moins de 2 heures, pratiquement pour toutes les correspondances pour le monde entier. Strasbourg est une ville qui va avoir de plus en plus de difficultés à atteindre l'international. Nous ne desservons Strasbourg, Air France ne dessert Strasbourg qu'avec des petits avions. Grenoble, c'est fini. Le TGV a tué l'aérien à Grenoble. Avignon, c'est fini. Le TGV a tué l'aérien à Avignon. À Nantes, c'est pas loin d'être fait, même s'il y a encore une activité régionale du groupe Air France qui s'y tient. Les avions d'Air France eux-mêmes ont de plus en plus de mal, évidemment, à desservir une ville comme Nantes. Ça veut dire que pour les grandes villes de province, ainsi desservies, le TGV ramène la ville à une dimension de liaison domestique, lui enlève l'avion et lui enlève parfois l'international. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est extrêmement dangereux. En plus, de façon globale, tout cet argent investi stimule le transport intérieur, mais ne fait pas grand-chose pour les liaisons avec l'international. Et donc, comme je dis souvent à mes amis qui payent des impôts, et donc à vous tous, dépêchez-vous de prendre le TGV, vous avez déjà payé la moitié du ticket. Merci beaucoup, c'est beaucoup stimulant. On va s'en tenir peut-être là sur ce sujet des transports, parce que je vois que l'heure tourne, et je vais laisser donc le micro à Grégoire Postel-Pivet qui a une très belle présentation de notre politique industrielle, de l'état de notre industrie et des solutions qu'il peut proposer pour stimuler, pour revitaliser l'industrie française. Ce qu'on peut en dire, du moins rapidement, en 8 minutes, ce qui est peu. Heureusement, les prédécesseurs m'ont expliqué ce qui était nécessaire pour l'industrie, à savoir une énergie propre, sûre, fiable et pas chère, et puis une logistique performante. Et enfin, comme Michel Pevreau l'a dit, à l'instar de Valras, il faut prendre garde à l'État, cet être virtuel dont chacun souhaite obtenir davantage qu'il n'est prêt à lui donner. Alors cela dit, je voulais vous dire 5 choses. D'une part, que l'industrie importe, d'autre part, qu'elle va mal. Troisièmement, ce qui a été fait depuis la crise. Quatrièmement, qu'il y a une urgence et un enjeu numéro 1 qui est d'inverser la spirale de perte de compétitivité. Et puis cinquièmement, un peu plus largement, ce qu'on peut faire pour ça.
Alors, elle importe d'abord parce que 80% des importations et exportations dépendent de l'industrie et que sans rétablissement de la compétitivité face à l'Allemagne, eh bien, toutes les superstructures qu'on pourra faire avec des FSF ou des autres choses de ce genre ne tiendront pas. Donc, il y a un problème de compétitivité qui doit être traité. Deuxièmement, parce que 85% de la R&D, qui est même une source d'innovation importante, dépendent de l'industrie et que, via les technologies de l'information qui percolent sur les services, elle est aussi déterminante sur des innovations considérables dans les services. Troisièmement, parce que elle comporte 3,7 millions de salariés si on compte l'intérim, 5,2 si on compte les services qu'elle a externalisés, plus des effets de à peu près doublement d'emploi sur les effets leviers. Cinquièmement, parce que c'est un secteur à fort gain de productivité, un peu plus de 3% sur longue période, alors que la productivité moyenne de l'économie est tombée autour de 0,7 ou 0,8%. C'est-à-dire qu'en pratique, l'industrie finance la totalité des marges de croissance que nous avons, ou quasi, et donc soutient un modèle social, mais qui n'est pas indéfiniment soutenable si on la fragilise. Et puis aussi parce qu'elle répond à toutes sortes de demandes sociétales qui sont celles des Français et d'ailleurs des autres. Alors une fois qu'on a dit ça, elle va mal. 3 chiffres simplement pour le dire. Le déficit de la balance commerciale, 50 milliards l'an dernier, 75 cette année, ça ne peut pas durer. 70 000 emplois par an, c'est-à-dire 700 000 depuis 10 ans, et moins 19%, alors que dans l'Union européenne, ça fait moins 14%. Et puis, on est à 16% du PIB, c'est-à-dire moins 5,5% en 10 ans, alors que le graphique de droite vous montre que l'Allemagne est restée imperturbablement au même niveau, c'est-à-dire 29% si on prend la part dans le PIB marchand et 23% si on prend la totalité du PIB. Alors, cela dit, tout ne va pas si mal. Si on est évidemment dans le textile habillement, le théorème de Ricardo Samuelson joue, et donc ça va en diminuant. Si on est dans des secteurs en équilibre instable, la chimie, l'automobile, un certain nombre d'autres, eh bien, tout dépend de ce qu'on fait, mais il y a clairement des enjeux qui sont jouables. L'industrie allemande ne va pas si mal que ça, et la nôtre pourrait exister, et existe encore. Sur les secteurs continentaux, c'est-à-dire sur lesquels la concurrence ne s'exerce pas entre différentes zones mondiales, typiquement Lafarge ou Saint-Gobain, la France merveilleusement fait mieux que les autres Européens, donc ça prouve que nous savons être très bons au moins là-dessus. Et puis sur les domaines de haute technologie, c'est le Graal de tous les pays industrialisés développés, et nous faisons moins bien que ce que nous pourrions faire au regard du benchmark, ce qui est donc un souci, même si nous sommes encore très bons dans l'aéronautique. Une fois qu'on a dit ça, ce qui a été fait depuis le début de la crise pour tâcher d'enrayer Tu passes vite là-dessus. Je vais être rapide. On a fait en sorte que les PME ne meurent pas toutes par faute de trésorerie. On a fait des grands chantiers. On a joué sur le lissage de la crise, parce qu'une fois qu'on meurt en sous-traitance, eh bien, on ne renaît pas lorsque le marché repart. Ça, c'était pour l'automobile. Et puis pour les métiers porteurs, économie d'énergie et éco-industrie. Après tout, dans les 75 milliards de déficit, il y en a 55 qui sont des importations d'énergie, il faut y prendre garde. Le véhicule électrique aussi. Et puis des mesures structurelles qui, elles, vont durer sur plus longtemps. La baisse de la taxe professionnelle, le crédit impôt recherche, les business angels, les entreprises de taille intermédiaire qui n'existaient pas juridiquement et qui maintenant existent, et puis les pôles de compétitivité et le numérique. Je ne vais pas dire grand-chose du grand emprunt parce que c'est un peu tôt pour en dire des choses conclusives. Et enfin, les états généraux de l'industrie ont rappelé d'une part que ça compte et d'autre part qu'une politique de filière, c'est-à-dire des métiers, méritait d'être traités en tant que tels et que seules les politiques horizontales ne suffisent pas. Et dernière chose, et là je vais dans le même sens que ce qu'a dit Michel Pevrault, on a fait la réforme des retraites, ce qui réduit les charges qui pèsent trop sur l'industrie. Ça n'est pas suffisant, mais en tout cas c'était un progrès nécessaire. Néanmoins, ça ne va toujours pas bien. Alors pourquoi ? L'Allemagne a fait un effort considérable avec les lois Hartz, et vous voyez là à gauche la baisse l'évolution des coûts horaires de l'industrie manufacturière. L'Allemagne est en orange et la France en bleu. Vous voyez que ça rattrape. Donc on avait un avantage de l'ordre de 15% qu'on a perdu en l'espace de 10 ans. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, les entreprises érodent leurs marges pour conserver des parts de marché. Cette érosion est source de sous-investissement qui empêche d'investir autant en R&D, en marque, en design, en tout ce qui fait du hors-coût qui compte de manière déterminante. Et donc on perd finalement et des parts de marché et des marges. Et ça se traduit dans le graphique que vous avez à droite, où la France est le marron tout à fait à droite et l'Allemagne le jaune tout à fait à gauche, d'où une situation qui n'est pas satisfaisante. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Eh bien, donc ça, c'est l'enjeu numéro 1, et c'est ce qui actuellement occupe la Conférence nationale de l'industrie.
où si on modélise différentes solutions, on s'aperçoit que si on déplace 3 points de PIB en faveur d'une politique d'offre, à fiscalité globale constante, et en faisant porter ça à la fois sur de la TVA, de la CSG, puis de la fiscalité sur les hydrocarbures en consommation finale, le tout sous une forme négociée entreprises, syndicats et États, et qui implique un plus fort investissement des entreprises sur le territoire national, qui permet des améliorations du hors-prix, et qui permettent aussi d'aller conquérir des marchés extérieurs hors de l'Europe, parce que c'est plutôt là que sera la croissance. À ce moment-là, on a une croissance qui peut être de 0,30 points de PIB à 5 ans et de 0,51 à 10 ans, et puis 200 000 emplois en plus, et une stabilisation d'une situation qui jusqu'à présent n'est pas satisfaisante. Une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Et si on veut augmenter la compétitivité des entreprises, N'ayez pas peur, il est très simple. il faut 5 points. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui... Regardez à droite. J'avais proposé 2 heures de topo, on m'a dit 7 minutes. Donc je vais limiter à droite. Augmenter la compétitivité des entreprises, ça passe par au moins par 5 sujets. Le troisième, alléger des coûts, je viens d'en parler, c'est donc le basculement vers une politique d'offre. Mais il faut aussi innover davantage, tant au niveau français qu'au niveau de l'Union européenne, parce que si on n'a pas une impulsion européenne, à ce moment-là, les investissements vont aller hors d'Europe. Il faut mieux financer les entreprises et clairement, on est dans des situations un peu difficiles avec BAL 3 et ce qui vient devant nous. Et puis, il faut augmenter la productivité, ce qui passe par de la robotique, par de l'usage éthique, des technologies d'information plus intenses, par du lean management. Et enfin, il faut structurer les filières et les territoires, donc avoir de meilleures relations inter-entreprises et avec la sous-traitance, ça c'est la politique de filière, et avoir des facteurs d'attraction parce que être local importe. Donc ça, c'est la politique des pôles de compétitivité. Voilà. Un dernier mot. Un résumé. 3 urgences. 1. Pour la campagne présidentielle, il faut rappeler que la compétitivité est vitale et que si nous n'avons pas cela, nous n'aurons pas de solution à aucun des problèmes, y compris les problèmes de dette qui ont été évoqués. Deuxièmement, qu'il faut déplacer les charges telles qu'elles sont actuellement, qui sont de 15 points plus lourdes que celles de l'Allemagne et que ça ne peut pas durer. Troisièmement, ce qu'a dit Michel Pébreau, quand on est à 86% de dette par rapport au PIB, on frôle les zones de non-retour au-delà desquelles les décisions ne seront pas prises de manière démocratique, mais par d'autres extérieurement à nous. Dernière image. Le titre, c'était, je ne sais plus quoi, sur le principe. C'était sur le... C'était rentabilité des investissements au principe de précaution. Oui, alors les deux, simplement, je voulais illustrer ça par 2 images, un peu du 19e, mais qui sont encore d'actualité, après ce qu'a dit excellemment Jean-Pierre Dupuis. Prométhée est 2 choses. Ou bien il est attaché à son rocher par la fureur divine et un aigle vient lui manger le foie, ou bien il éclaire le monde, le libère et lui donne force, énergie et prospérité. Je pense qu'il faut regarder quand même largement à droite si on veut. Oui, mais il termine à gauche, comme tu sais. Bon, merci, bravo pour ce tour de force, parce qu'il y a de beaucoup de contenu. Je sais que Christian Gérondeau avait envie de peut-être dire quelques mots sur l'automobile, pour aller dans le sens d'ailleurs de ce constat un peu dramatique, mais en quelques mots, et je sais que donc je vais laisser ensuite Bertrand Collomb rebondir sur le sujet. Bon, ce sera très rapide. Ça marche ? Oui. Bien, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Rémi Prudhomme, c'était parfait, j'adhère. Je donnerai... Pourquoi 95 ou 96% de nos transports sont faits par route ? C'est une question de nature. C'est parce que la route, ça assure le porte-à-porte. Donc, aujourd'hui, tout le monde veut être livré en 24 heures. C'est vrai pour les supermarchés, c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour les usines. Et ça, il n'y a que la route qui puisse le faire à cause de cette faculté. Alors, je ne vais pas faire un cours de transport. Je vais simplement prendre un point précis pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Vous avez entendu parler des TER. Les TER, c'est les transports express régionaux. Les TER, ce sont donc des trains qui parcourent 20 000 km de voies ferrées. Il faut savoir, c'est en province, je ne parle pas du RER de Paris, mais des TER. Il faut savoir que ces TER, au total, de toute la France, transportent moins de monde que la ligne 1 du métro parisien, pour vous donner un ordre de grandeur. Il faut savoir également... Combien ? C'est 600 000, c'est ça, non ? 750 000. Bon, les TER, c'est 700 000 personnes par jour. Il faut savoir que ceux qui utilisent régulièrement les TER, régulièrement étant au moins une fois par semaine, ce n'est pas une définition très stricte, c'est 1% de la population de province. Et il faut savoir que les TER coûtent 3 milliards d'euros par an,
C'est le seul poste des chemins de fer où on est un chiffre parce que ça transite par le budget des régions. Donc il suffit de... C'est un poste très important de dépenses des régions. Donc nous dépensons 3 milliards d'euros par an pour transporter régulièrement 1% de la population. Et dernier point, c'est bien gentil, mais comment ferait-on s'il n'y avait pas les TER? Les TER sont donc des trains, je rappelle, alors généralement de 300 ou 400 places avec 15 personnes dedans, mais qui sillonnent toute la France. Alors la réponse est très simple, et elle existe dans tous les pays. La réponse, elle s'appelle l'autocar. Il faut savoir qu'en France, il est interdit de créer de lignes d'autocar librement. Vous pouvez créer des lignes d'avion, mais pas des lignes d'autocar. Décret-loi de 1934 pour protéger le service public du chemin de fer. Alors Michel Pébreau tout à l'heure disait qu'il y avait peut-être des sources d'économie. Là, honnêtement, je crois qu'il y en a une extrêmement importante. Je ne vais pas parler du fret et du reste, mais enfin, cet exemple-là, lui seul, montre qu'on a perdu toute rationalité. Rémi Prudhomme, juste un mot, il faudrait que SNCF crée une société d'autocar, qu'elle la cote en bourse, c'est nous qui perdons. Je siège actuellement dans les assises du ferroviaire et nous avons auditionné le directeur du budget. Par les temps qui courent, le directeur du budget, c'est un homme dont la parole parle. Je peux vous assurer qu'à côté du directeur du budget sur le thème des financements du ferroviaire, Christian Gérondeau et moi, on est des vendus au lobby ferroviaire. Il était d'une dureté et d'une violence que jamais moi, ni a fortiori Christian, n'aurait osé suggérer. Vous êtes des experts. Bertrand Collomb. Oui, moi je pense que quand on regarde un peu les grandes tendances de la période actuelle, bon, il y a bien sûr la révolution de l'information, de la communication sous toutes ses formes, confère le printemps arabe et autres, enfin qui changent le comportement des gens. Et puis il y a le changement climatique. Alors je sais que mon voisin n'y croit pas, ou ne croit pas qu'il soit d'origine anthropique, mais peu importe qu'il croit ou qu'il ne croit pas, l'essentiel c'est de constater que les grands acteurs, les grands pays font des choses. La Chine, qui refuse obstinément d'être liée par des accords internationaux, fait énormément sur le domaine de la réduction des émissions de CO2, et que les grandes entreprises ont mis ça dans leur plan stratégique à 20 ou 25 ans. Donc c'est là que vont se passer plein de choses qui concernent l'énergie, concernent les transports et qui concernent évidemment l'industrie. Alors une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut énormément se méfier des yaka faucons ou des grandes idées unificatrices, notamment, je m'en excuse auprès de certains de nos collègues, des économistes. Parce que l'idée est que pour résoudre le problème du changement climatique, il suffit d'avoir un prix du CO2. Par expérience, ça ne marche pas. McKinsey a fait une étude du coût du CO2 qui peut être économisable. Il y en a un tiers qui devrait être déjà économisé au coût du CO2 actuel de 0, ou qui pourrait être économisé à un coût négatif. Puis il y en a un deuxième tiers à un coût pratiquement négligeable, et un troisième tiers où là, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut regarder les comportements. Et je dois dire que maintenant, on parle d'économie behavioriste, et j'entendais récemment un économiste tout à fait remarquable qui faisait un exposé là-dessus. C'était d'une naïveté absolument extraordinaire, parce qu'il était en train de découvrir que l'homme n'était pas homo economicus. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors faisons attention, puisque nous sommes polytechniciens, donc rationalistes, ingénieurs, etc., essayons de ne pas revenir aux choses trop simples de l'homo economicus. Quand on parle de la voiture, je suis tout à fait d'accord avec Gérondeau. Moi, je me rappelle deux anecdotes. Un de nos camarades, ancien ministre des Finances, disait, oui, le changement climatique, il faut qu'on réapprenne, on peut pas se déplacer, il faut qu'on réapprenne à vivre dans notre village. Bon, alors, si c'est ça... Et puis un deuxième, pour vous montrer combien le transport est symbole de liberté, quand on a racheté la plus grosse usine d'Allemagne de l'Est, qui faisait 85% de ses livraisons par train. Ils ne savaient d'ailleurs pas où les trains allaient. On leur a offert un camion de transport de ciment. On leur a remis solennellement les clés d'un camion de transport de ciment. Pour eux, c'était formidable. C'était la liberté. On pouvait envoyer le ciment là où on voulait.
quand je racontais ça devant le directeur général de la SNCF, j'ai eu des problèmes. Bon. Enfin, sur les entreprises à compétitivité, moi je reviens sur ce qu'a dit Michel Pébreau, je suis d'accord avec lui. Les frais généraux de la nation étant trop élevés, quand les frais généraux sont trop élevés, ben on n'est pas compétitif. Et alors la compétitivité n'est pas, et je suis aussi d'accord avec Michel Pébreau, la raison de la dette, mais les deux vont ensemble. C'est-à-dire que quand on n'est pas compétitif, ça veut dire qu'on est laxiste. Donc on est laxiste sur les coûts, sur la durée du travail, sur la retraite, comme on est laxiste sur les dépenses publiques. Donc la première chose pour rétablir la compétitivité, c'est la dépense publique. Et puis après, il faut faire plein de choses. Il n'y a pas non plus de remède miracle. C'est vrai que les coûts allemands salariaux ont augmenté de 15% plus vite que les coûts français en 10 ans. Alors ils étaient 15% au-dessus, ils sont... Les coûts allemands, moins vite, excusez-moi. Les coûts allemands ont augmenté de 15% de moins en 10 ans. Ils étaient plus élevés que les Français maintenant. Ils sont au même niveau. Mais comme les Allemands ont toujours un différentiel de qualité perçue, nous, au même prix que les Allemands, on n'arrive pas à... Pas dans le ciment, quand même. De toute façon, si on le vend autour des usines, ça ne pose pas de problème. On ne vend pas de ciment français en Allemagne. Non, c'est bien. Et finalement... il faut jouer... Alors, on ne va pas réduire les salaires français de 15% pour revenir à la situation où on était en 2000. On ne va probablement pas non plus d'un seul coup passer de 35 heures à 42 heures. Mais il faudra trouver des moyens de réduire les coûts, et ça peut se faire sur un certain temps, et puis de jouer sur les autres facteurs que notre ami Postel-Vinet a bien identifiés. Mais je reviens quand même sur les dépenses publiques comme étant à la fois un élément clé et peut-être aussi un espèce de thermomètre des comportements. Car on constate que les pays qui ne savent pas tenir leurs dépenses publiques ne savent pas non plus tenir leurs dépenses privées. Et ils tiennent pas leur très peur. Merci beaucoup Bertrand, merci messieurs, je voudrais les applaudir, ils ont été